Bonjour et bienvenue sur Et Action, le podcast qui s'intéresse au métier de réalisatrice. Et qui de mieux pour ça que d'accueillir des réalisatrices. Bravo. Cette prochaine heure sera l'occasion de nous partager leur parcours, leurs histoires du début à aujourd'hui, le quand, le comment, le pourquoi. Et oui, pourquoi vouloir s'infliger une telle souffrance? Pourquoi ne pas vouloir travailler dans un open space avec des heures fixes et des team building entre collègues? Pourquoi ne pas vouloir accéder au sein CDI, avoir un vrai salaire pour pouvoir louer un appartement ou contracter un prêt? Pourquoi ne pas vouloir faire un vrai travail, quoi? On l'a tous déjà au moins entendu une fois. Ne mentez pas. Cette émission est une lettre d'amour à tous ceux qui un jour ont rêvé de devenir réalisatrices et réalisateurs et tentent aujourd'hui ce parcours du combattant. Je m'appelle Louis Herriot, je suis réalisateur mais aussi présentateur de votre émission et aujourd'hui nous accueillons Anne-Sophie et Oriane Hermange. Enchanté, vous allez bien? Bah ouais, plutôt. Ouais, ça va. C'est un peu la course en ce moment, mais ça va. Une bonne course. Et ben vous allez nous parler de tout ça. Et donc, c'est vos métiers. Anso, dis-nous. Eh bien, moi, je suis donc ici en tant que réalisatrice, mais je suis comédienne à l'origine, donc comédienne, réalisatrice. D'accord. Et c'est ton métier, c'est... Comment tu gagnes ta vie? C'est en tant que réalisatrice ou plus en tant que... Alors, depuis plus longtemps en tant que comédienne. Et puis, j'espère bientôt aussi en tant que réalisatrice. C'est le but, mais... Trop cool. Mais oui, voilà. Et toi, dis-nous, Oriane? Et moi, je suis scénariste et réalisatrice. Et c'est pas une étiquette à temps plein, mais récemment, j'ai été productrice aussi sur l'un de mes projets. Et je suis aussi présidente d'une association que j'ai fondée de production, promotion audiovisuelle. Donc j'ai pas mal de casquettes et j'ai joué un petit rôle, c'était pas prévu, mais j'ai joué un petit rôle dans mon dernier film. Mais bon, je dirais pas que ça fait de moi une comédienne, mais bon, en tout cas je l'ai été. Eh bien écoutez, on va commencer. Je vais commencer par la première question qui est, est-ce que il y a un événement ou un film, quelque chose que vous avez vu qui vous a fait vous dire waouh, le cinéma, c'est quelque chose? Vas-y, Oriane. Moi, justement, je trouve intéressante ta question parce que, justement, moi, je suis pas dans cette représentation qu'on a souvent du réalisateur ou de la réalisatrice qui est émerveillé tout petit et qui se dit waouh, je vais prendre la caméra, je vais suivre mes copains. Enfin, cette histoire qu'on a beaucoup entendue. Et je suis aussi contente de parler de ça, justement de mon parcours, parce qu'il est assez atypique et c'est pour montrer qu'il y a plein de façons d'y arriver. Mais en gros, j'ai pas suivi le parcours, on va dire l'idéal un peu romantique de la réalisatrice. Moi, c'est en faisant un bilan de compétences que j'ai découvert que je voulais être réalisatrice. Ah, c'est rigolo. Alors ça. après, il y a eu d'autres étapes avant. C'était pas, j'étais banquière et après, paf, j'ai fait un bilan. Je me suis cherchée pendant longtemps. Ça fait que 6-7 ans que j'ai décidé ça. Mais avant, j'ai essayé plein de choses. J'ai touché à plein de choses et après, je me suis posé les bonnes questions. J'ai touché à d'autres sujets artistiques aussi avant. Donc, j'étais déjà dans cette exploration, mais je savais pas que c'était du cinéma que je voulais faire. Parce que c'est vrai que bilan de compétences, moi je m'attends à ce qu'on me propose un taf d'ingénieur ou un truc comme ça, mais pas du tout. C'est franchement pas du tout. Parce qu'en fait, c'est un travail que tu fais sur toi pour te poser les questions les bonnes questions de en fait qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu veux faire, dans quoi tu es bon et justement, on entend peu ce type de récit. Je suis complètement d'accord. Est-ce que dans ton enfance, il y a quand même un film que tu regardais beaucoup, un film qui a un peu genre... est-ce que tu avais un petit côté cinématographe, cinéphile quand tu étais jeune? C'était pas particulièrement développé au sens où j'étais pas une mordue. J'aimais regarder des films. Après, moi, c'était l'époque, même si je suis assez jeune, c'était l'époque des cassettes. Donc en fait, j'avais quelques cassettes que j'enregistrais, des films que j'aimais bien. Et après, il y avait les DVD, donc j'avais 2-3 DVD. Et en fait, je les regardais en boucle, quoi. Et c'est lesquels? J'avais Le Grand Bleu, par exemple. Et je pense que je comprenais pas grand-chose, mais personne n'a compris. J'avais Le Grand Bleu, et après, j'avais des films en DVD, j'avais American Pie, quoi. Oh, génial. Mais attends, t'avais quel âge? American Pie, je sais pas, j'avais 12-13 ans, quelque chose comme ça. Ok, ça va. Non, ça va. Mais Le Grand Bleu, j'étais plus petite, plus jeune. Et il y avait... j'avais le journal de Bridget Jones en cassette, et après, j'ai eu le DVD. Putain, très stylé, avec les bonus.
J'adore. Voilà, donc c'est des références très, très différentes. Énorme. Et toi, Anso, est-ce qu'il y a un film et un événement qui t'a dit genre waouh, le cinéma c'est ouf? Plus ou moins, dans le sens où je rejoins. Enfin, c'est un peu particulier. Je me suis jamais non plus identifiée trop à ce cliché entre guillemets. Enfin, je sais pas si c'est un cliché parce que le mot cliché a une connotation négative que je mets pas à ce moment-là, mais ça a pas été une révélation petite de je vais faire ça et ça a plus été pour le coup le métier de comédienne dans un premier temps. Ok. Et la réalisation est venue dans un second temps. Le jour où j'ai compris en regardant la télé que c'était pas des gens qui étaient derrière un cadre et qui nous divertissaient. C'est pas des vrais gens. Enfin, voilà, je me suis dit waouh, mais si ça c'est un métier, c'est juste absolument dingue. Et je lisais beaucoup, donc je me projetais très souvent dans les livres que je lisais, dans l'héroïne forcément de tous les livres. Et je pense que du coup, ça a fait un mix où je savais que je voulais raconter des histoires, mais comme il y avait ce truc de projection dans la lecture et dans mon imaginaire, où du coup, forcément, c'était moi qui vivais les aventures, du coup, ça a été d'abord le métier de comédienne qui est venu et l'envie d'interpréter. Et est-ce qu'il y a un élément qui a fait que tu t'es dit, genre, t'as voulu te lancer dans l'acting? Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est une combinaison et juste à l'arrivée des études, tu t'es dit, bon, je me dirige vers ça ou... Je pense qu'il y a eu énormément d'étapes. Ça se fait par étapes. Hein, bien sûr, façon, je pense que le premier truc donc c'est ce moment-là dont je vous parle, là où ma maman m'a dit, je vais t'inscrire à un cours de théâtre, voilà. Et ensuite, il s'est passé plusieurs choses. Je pense que le premier film qui m'a marqué vraiment dans son interprétation, mais je l'ai compris plus tard dans sa réalisation, c'est Black Swan, que j'ai vu au cinéma. Donc j'étais jeune, je sais pas, je devais avoir 12-13 ans. Et je pense que c'est un des premiers films qui m'a marqué cinématographiquement. Ok. Après, je vais pas faire la meuf, j'ai des rêves de malade. Hein. J'ai grandi avec Harry Potter. Pour moi, c'est une excellente rêve. Ah ouais, c'est le meilleur. J'ai revu le 2 récemment. Il a pris une claque. Hein. Ah ouais. Moins que le 1, mais ouais. Il a pris une claque quand même. Hein. Il faut en même temps. Mais... non, mais en vrai, c'est des films avec qui tu grandis, donc ça, je pense que ça a créé beaucoup de vocations. Hein. Ouais, parce que c'est tellement puissant. En dehors du fait que ça crée une vocation et qu'on a envie d'être à Poudlard avec eux, il y a vraiment ce truc de... c'est tout un univers, c'est de l'imaginaire, c'est tout ça. Et puis, il y a toujours ce lien avec les livres qui, pour moi, est quand même très important. Donc, tu les as lus ? Je les ai lus et c'est vrai que du coup, j'ai un péché mignon pour les livres pour ados et du coup pour les films qui vont avec. Ok, d'accord. Et Oriane, donc toi, qu'est-ce que tu as fait donc comme étude avant ? Ça a été quoi ton parcours pour en arriver à à te dire tiens, je vais rediriger. Qu'est-ce que tu as fait comme chose artistique ? Tu nous parlais de ça. Ouais, je vais essayer de synthétiser. En fait, je raconte jamais la même histoire quand on me pose la question, parce que nous on veut tout. Alors là, il va falloir rester là une semaine. Non, mais on va dire que j'ai vécu plusieurs vies, vraiment. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, je trouve. C'est que ça nourrit mes récits, ça nourrit mon imaginaire et j'ai eu des expériences très diverses. Donc, par exemple, quand j'écris, j'ai de la matière pour aller puiser dedans. Mais par contre, juste, je rebondis sur l'écriture. Moi, j'écrivais beaucoup. En fait, je racontais beaucoup des histoires. Donc, si le cinéma n'était pas là, moi, j'étais beaucoup dans la créativité. Gamine, j'inventais des parfums. Enfin, je créais des parfums avec une copine. Donc, il y avait des pétales de rose. Je créais des jeux de société. Je m'inventais mes propres jeux de société. Pas mal. Trop bien. Et je créais des chorégraphies, des chansons. Enfin, c'était tout ce qui était création au sens large. Et j'étais de celle qui adorait raconter les histoires avec les copines au moment de se coucher, quoi. Et j'adorais inventer des histoires, improviser et écrire. Voilà, j'écrivais aussi pas mal. J'avais ce côté assez littéraire. Et justement, j'ai fait un cursus littéraire
Enfin, moi, j'étais, on va dire, assez forte en tout et j'aimais tout à l'école. Donc, quand il a fallu choisir au niveau du bac ce qu'il fallait faire, j'étais bien embêtée. Et j'aurais voulu tout faire, faire de la physique et de la littérature, mais c'était pas possible. Donc, j'ai finalement opté pour un bac littéraire. Donc, j'ai développé ce côté très littéraire, très dans l'écrit. Ce qui me sert énormément aujourd'hui parce qu'en fait, le métier de réalisateur ou de scénariste, ça consiste beaucoup, contrairement à ce qu'on peut penser, à rédiger des dossiers, rédiger des choses écrites. Et c'est très important de savoir bien écrire, je trouve. Je suis assez d'accord. Donc, on va dire que ça m'a servi. Et puis même la littérature, l'analyse de la littérature, c'est de l'analyse des histoires, quoi. C'est juste que les mots, c'est une autre technique que les images et le son pour raconter, oui, des émotions. Et donc j'ai fait ça et après je suis fait des études, un parcours qui s'appelle langue, littérature et civilisation étrangère. C'est assez pompeux, mais en gros t'étudies la culture, la littérature, la politique. C'est Cagnipocagne ou pas du tout? Non, c'est une formation universitaire. Et donc c'est très complet, mais c'était spécialisé sur la culture anglophone, donc États-Unis notamment et Royaume-Uni, et aussi hispanophone. Je parle plusieurs langues. Et en fait, au bout de 2 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? En fait, j'idéalisais l'université en me disant, ça va être génial, ça va être le monde des adultes, ça va être fantastique. Et en fait, c'était très infantilisant. Bref, je vais pas me perdre là-dedans, mais le système pédagogique français m'a jamais vraiment convenu. Et donc j'ai arrêté parce que je me disais, mais à part prof d'anglais, qu'est-ce que je vais faire? Ma mère me disait, mais si, il faut avoir un diplôme. Je disais, mais à quoi ça sert d'avoir un diplôme juste pour avoir un diplôme? Je comprenais pas. Et donc j'avais envie de travailler, de gagner ma vie, d'expérimenter. Donc j'ai arrêté et puis j'ai fait des petits boulots. J'ai bossé d'ailleurs comme perchwoman dans une station de ski dans le Jura. J'ai travaillé dans les vignes parce que j'habitais dans le sud de la France à ce moment-là. Donc j'étais dans les vignes, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, j'ai été vendeuse de vin dans une cave. Et puis après, donc cette expérience dans le Jura, je me suis dit, il faut que je voyage. Parce que c'était ça à l'époque. Voilà. Mon rêve, c'était de voyager. C'était vraiment, depuis toute petite, c'était mon truc. Mais le voyage vraiment d'explorateur, d'aventure. Et donc, je me suis dit, là, il n'y a rien qui me retient. J'ai un peu d'argent de côté, go. J'avais pas mal d'amis qui avaient voyagé. Je me disais, il faut que j'arrête de les envier, il faut que je le fasse. Et du coup, je suis partie. Je suis partie de Bretagne. J'ai fait un grand voyage. J'ai traversé la France à vélo avec une amie. Puis après, j'ai continué traverser l'Espagne à pied. Et après, j'ai fait ce qui s'appelle du bateau stop. Donc, j'ai traversé l'Atlantique à la voile avec un inconnu. Voilà. Alors, je ne savais même pas que ça existait. Je suis très impressionné de savoir que ça existe. C'est un courage des deux côtés. Parce que franchement, c'est un long voyage. C'est combien de temps? C'était 3 semaines pour moi. Mais ça peut être plus. C'est impressionnant. Wow. Et c'est dans un voilier, combien de places? C'est un petit voilier. Il y avait 2 cabines. C'était un voilier de 12 mètres. Pour 3 semaines avec quelqu'un que tu as rencontré, genre à combien de... Je l'ai rencontré la veille de partir. On a eu un échange téléphonique. Ouais. C'est incroyable. Mais je sais pas comment dire. Après, tu développes une forme d'instinct où tu sais immédiatement un peu à qui t'as affaire. Oui. Et dans l'ensemble, ça s'est bien passé. En fait, lui, il convoyait un bateau. C'était un skipper. Okay. Et il voulait quelqu'un pour l'accompagner, mais je faisais mes quarts comme lui, toutes les 3-4 heures. Parce que tu as fait du bateau et tu connaissais ou... Moi, j'ai grandi en Bretagne. Donc, j'ai fait pas mal de voiles, de choses comme ça. Mais par contre, quand je suis débarquée sur ce bateau, je me souvenais plus de les nœuds, tout ce qu'il fallait faire. Mais c'était un bateau équipé, il y avait un GPS, tout ça. Donc, c'était pas mal. Mais je faisais mes quarts toute seule, quoi. J'étais là, en plein milieu de l'Atlantique, toute seule la nuit pendant qu'il dormait, quoi. T'as dû voir des trucs dingues, par contre. En fait, non, justement. Ah ouais? On voit même pas les étoiles? Alors, non, les étoiles, j'ai été déçue. Enfin, non, les étoiles, si, c'était pas mal. Mais c'était les couchers de soleil. Je m'attendais à avoir une lumière dingue. Et en fait, il y avait toujours une espèce de voile à l'horizon. J'ai pas vu de dauphin non plus. C'est vrai? Non, par contre, j'ai vu des poissons volants.
Mais non. Ça, c'est Donc, cool, ça. non, c'est pas cool du tout. Parce que Sauf quand ça t'arrive dessus. Oui, c'est en pleine nuit. Et puis là, oui. t'as des trucs qui te sautent dessus. Ah ouais. Et en fait, après, c'est gluant, c'est visqueux. T'essaies de les rattraper, ça gigote. Et en fait, j'arrivais pas à les attraper. Du coup, ça se coinçait dans un endroit du bateau. Et après, on pouvait pas les enlever. Ça sentait le poisson. Enfin, bref. Et donc, ça, c'est un délire, les poissons volants. En fait, il y en a plein. Ils sautent dans tous les sens comme ça. Ah, c'est et ils se rendent pas compte qu'il y a un bateau, quoi. Ouais. Ils doivent tellement paniquer. Mais c'est vrai que moi j'ai une image de toi au loin qui voit les poissons volants qui accompagnent. Non, c'est le truc, ça te fonce dessus en pleine nuit. L'horreur. Non, c'est pas du tout sexy. Hein. C'est pas du tout sexy. T'arrives pas à les attraper, quoi. Putain, l'enfer. Ouais. Donc, non, en fait, il se passe pas grand-chose et c'est ça qui est intéressant, c'est que... Enfin, moi, j'avais nommé ce voyage, c'était un peu pompeux, mais j'avais nommé ce voyage à la recherche du temps perdu parce que je voulais retrouver le temps naturel, quoi. Ouais, bien sûr. De la marche, aller à pied, à vélo, à bateau, enfin, retrouver la notion de la distance, quoi, le rapport distance-temps. Et donc, non, il se passait pas grand-chose. Enfin, du coup, dès qu'il se passait la moindre chose, bah, t'es émerveillé. C'est un événement, quoi. C'est... il y a eu un nuage. Il y a eu un oiseau. Il y a eu un oiseau, un moment, qui est venu en plein milieu de l'Atlantique. Et, c'était un événement. C'était un événement. J'espérais qu'il soit là quand je me réveille. Il était plus là, mais il était là. Il s'est posé. Il a passé 24 heures avec nous. Et après, il est reparti, quoi. Et donc, du coup, c'est l'événement. Parce qu'en soi, il se passe pas grand-chose, hormis des changements de vent. Il faut changer un peu la voile. Tu pêches un poisson. On pêchait des poissons. Mais en fait, t'as vécu une aventure, quoi. Tu t'es vraiment construit une aventure, presque un récit à raconter, finalement. Ouais. Bah, mon compagnon me dit m'a dit récemment que je devrais faire un film sur ma vie, mais je pense que c'est un peu tôt. Mais c'est un peu tôt, mais en tout cas, j'ai de la matière pour m'inspirer. Ouais. Trop cool. Et comment t'en es arrivé à faire ce bilan de compétences scénariste réalisatrice? En fait, donc je me suis essayée à pas mal d'art. Donc après l'Atlantique, je suis restée vivre au Brésil. Je me suis essayée à des arts, de l'art du cirque, à la guitare, au chant. Je suis revenue en France. J'ai essayé aussi un peu la musique. J'ai bossé dans le tourisme, l'hôtellerie. Et puis après j'ai découvert une passion pour la danse. Donc je me suis mise à fond dans la danse. Et je suis partie vivre à Buenos Aires pour ça, pour le tango, parce que j'étais passionnée. Et j'ai repris des études aussi, parce que j'avais l'impression que j'allais dans tous les sens. Donc j'ai repris des études, et je suis partie à Barcelone d'ailleurs, en langue, pareil, en communication. Et après, je suis revenue en France. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'avais bossé dans un hôtel de luxe où je faisais les 3-8. Enfin, j'étais fatiguée. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Et je me posais plein de questions et je me suis dit, bon, faudrait peut-être te poser les bonnes questions parce que je démarrais beaucoup de projets, mais j'allais pas au bout. J'allais pas au bout, tout simplement parce que j'avais pas confiance en moi. Mais j'allais pas au bout. Et là, du coup, j'ai fait ce bilan de compétences et je suis tombée avec quelqu'un avec qui on a beaucoup travaillé l'aspect. C'est professionnel, mais c'est aussi personnel et psychologique. Ce bilan de compétences, c'est pas ce qu'on s'imagine. Tu remplis un test, un QCM, et ça te dit vous devez faire ça, quoi. Tu fais une rétrospective sur ton passé, tes échecs, tes réussites, ce que tu considères comme des échecs, des réussites. Et au début, vers la fin, j'avais creusé la piste décoratrice, justement, décoratrice en fiction, quoi, sur des films. Puis je me suis dit, mais en fait, je bricole pas, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est sûr. Je me suis dit, mais je bricole pas, qu'est-ce que je vais aller fabriquer des décors j'ai touché une perceuse pour la première fois de ma vie il y a 1 an, donc et au final je me suis dit non mais c'est trop limité et en fait je me suis rendu compte que le cinéma ça intégrait tous les arts que j'aimais, quoi, auxquels j'avais touché, quoi, la musique, l'image, la photographie, et que c'était chouette parce que à chaque fois c'est un nouveau projet. T'as des phases où tu travailles tout seul, après t'as des phases où tu travailles en équipe, après tu changes d'équipe parce que c'est vivant, quoi. C'est hyper vivant et puis c'est sans fin. Et donc tu peux jamais t'en lasser parce que tu vas toujours explorer des sujets différents, des formats. Enfin, en tout cas, moi, ça c'est mon objectif, de faire des choses très différentes. Mais voilà comment j'en suis arrivée là. Ok, incroyable. Eh ben, Anso, après cette incroyable histoire, raconte-nous la tienne.
Dis donc, c'est dur de passer après. Non, du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que donc j'ai grandi dans le sud de la France. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai grandi dans une librairie. C'est très pompeux aussi, pareil de dire ça. Non, ma maman travaillait dans une librairie et du coup, à la fin quand j'avais fini l'école à 4h30 et elle finissait le travail à 20h. Donc, je passais toutes mes semaines de 16h30 à 20h dans la librairie. Donc voilà, j'ai été entourée de livres et j'ai beaucoup, beaucoup lu. Je pense que ça m'a beaucoup ouvert dans mon imaginaire. Et j'ai du coup voulu devenir libraire très tôt. Et ça faisait partie des choses. C'est super mignon en vrai. De vouloir devenir libraire, c'est très très mignon. C'est vrai. Mais en vrai, c'est un si beau métier. J'ai tellement d'amour pour les librairies. C'est vrai que quand tu passes toute ton enfance, au bout d'un moment, t'as envie de... Mais c'est fou, hein. Moi je rentre dans une librairie, mais c'est rien que l'odeur, c'est l'odeur des livres, quoi. Ça c'est un rêve lointain. Un jour, si j'ai les moyens d'ouvrir ma propre librairie, ça serait... C'est noté, c'est inscrit dans le podcast. Donc bref, du coup, voilà, ça fait quand même partie de mon histoire et de ma construction. Et j'ai fait de la peinture aussi très jeune. Et donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé le théâtre à 8 ans. Et donc, voilà, j'ai toujours été un peu inscrite dans cette envie de faire de l'art d'une façon ou d'une autre. Et puis, j'étais forte à l'école. Donc, on m'a mis en scientifique, pour le coup. Ce qui était très frustrant. Ah, mais très intéressant ce que tu veux dire. Choisi, du coup. Non, je fais partie du coup, de l'ancien bac, maintenant, putain, j'ai l'impression d'être vieille, de bac pareil. S, bac L ou bac économie. Moi, j'ai eu la même chose. C'est vrai, ouais, voilà. Mais j'ai choisi. Ouais, moi, du coup, c'est vrai que... C'est genre, on t'a dirigé fortement ou alors... Ouais, on m'a dirigé très, très fortement, bien fortement quand même. Enfin, tout va bien. Ok. C'est vrai qu'il y avait une pression. Hein. Je me souviens, on disait, bon, en gros, si tu veux être sûr de réussir dans la vie, il faut faire S. Exactement. C'était ce truc de, en fait, t'as les capacités donc vas-y, parce que au moins, tu prends le bac et on sait que tu pourras faire quelque chose. Et puis après, si tu veux rien en faire, t'en feras rien. Mais bon... Bref, du coup, je me suis retrouvée un petit peu embarquée. J'ai essayé de faire ce que je pouvais je suis partie 3 mois au Canada pendant, du coup, ma première... Très dur, très, très dur. C'était génial, ça, par contre, le Canada. Ah là 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 là. Enfin, donc... je conseille à tous les ados de faire ça. Les parents ne me détestaient pas de dire ça, mais... Non, partez au Canada. Ah ouais, Canada, Australie, enfin, je sais pas. Mais quand t'étais au lycée, du coup? Quand j'étais au lycée, je partais tout un trimestre. Ah oui. Ah, ça, c'est chouette. Ah, mais ça, j'aurais adoré faire ça. J'adorerais faire ça. J'adorerais faire ça. C'est trop tard. Parce que je savais pas jouer. Non, c'est trop tard. C'est trop tard, là. Ah, j'aurais adoré. Pareil, j'ai une amie qui a fait ça, qui est partie 1 an à Los Angeles. Au collège, je trouve ça, c'est des trucs d'expérience. C'est une expérience qui marque. De dingue. Ouais. Ça t'ouvre l'esprit, en fait, sur plein de choses. Et puis j'avais fait du théâtre là-bas parce que du coup, c'était dans les lycées un peu à l'américaine, là, complètement, avec le casier et tout. C'était trop, trop bien. Et ils ont 4 matières par jour. Et tous les jours, c'est la même chose. Et on finissait l'école plus tôt. Bref, et donc dans ces 4 matières, on pouvait choisir en arrivant. Du coup. Ah bah là, au moins. Ouais. Et du coup, j'avais fait du théâtre. Et que j'avais anticipé ma rentrée du coup en France en première S, donc j'avais fait aussi de la physique, mais j'avais fait par dépit. Par dépit. Et bref, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais tout ça pour dire que j'ai mis tout ça de côté et j'ai fait mon cursus scientifique. Et du coup, dans cette idée de trouver avec des grosses guillemets un vrai métier. Qui paye, comme tu disais. Dans un open space. C'est ça, avec un bon CDI, sans m'éloigner trop des convictions que j'avais à cette époque qui tournaient du coup autour de l'art et de l'ouverture du voyage, de la culture, de tout ça. Je suis partie en droit, avec l'idée de faire soit un master dans l'art, soit un master dans l'humanitaire. Et je suis rentrée en 2e année de droit et bref, il y a plein de choses qui se sont passées qui ont fait que je me suis retrouvée face à une opportunité de partir à Paris. Juste, j'avais rencontré un metteur en scène avec qui j'avais dit que voilà, c'était un rêve d'enfant de devenir comédienne et il t'a écouté et qui m'a plutôt écoutée et qui m'a dit
viens voir, il mettait en scène Francis Huster à cette époque-là. Ok. Et donc, il me dit, viens voir une pièce. Donc, je monte à Paris. Donc, j'étais en 2e année de droit. Et je vais voir, du coup, cette pièce. Et à la fin, il me dit, vas-y, je vais te présenter Francis Huster. Et je me retrouve face à Francis Huster. Et il me présente comme jeune comédienne. Et donc, j'avais 18 ans. Et Francis Huster, il dit, ah ouais, bon, bah, qu'est-ce que t'as fait? Enfin, du coup, c'est dur. Bah, j'ai rien fait. Je suis partie au Canada. Oui, je suis partie au Canada. Alors, je fais du droit. Et elle me dit, bah, t'es pas comédienne, du coup. Il avait complètement raison, mais en même temps, c'est pas moi qui ai dit que j'étais comédienne. Et il me dit, non, mais parce que, en fait, tu seras jamais comédienne, parce que les comédiennes, à ton âge, elles ont déjà travaillé, sinon elles travailleront jamais. Ah, quelle horreur. Ok, bah tu vois, j'avais raison en disant c'est pas cool, c'est vraiment pas cool. Eh ben c'est pas cool, mais du coup j'ai pris le train retour, je suis sortie de ce putain de train. J'ai le droit de dire un gros mot. T'as le droit de dire des gros mots. On a le droit. Gros mots. Et j'ai dit à mes parents, ok, bon bah je me casse, j'arrête le droit et en fait c'est un truc qui existe. J'avais 1 an d'avance et j'ai utilisé cette cartouche du coup à dire bah j'utilise mon année d'avance. Je suis allée voir le doyen de la fac. Je lui dis est-ce que on peut s'arranger si jamais et être sûr que voilà parce que j'étais à l'académie de droit à côté. Bref, d'être sûr que ça n'allait pas bouleverser ma vie si jamais ça se passait mal, mais d'avoir une année où je partais à Paris et où j'essayais quoi. Enfin bref, je sais même pas ce que ça voulait dire. Je connaissais rien à ce milieu. Donc ça t'a pas démoralisé? Ah, c'est intéressant. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il est pas si méchant et que je dois, en fait, tout ce qui m'arrive à Francis. Alors, c'est méchant, mais grâce à ça. Exactement. Enfin, grâce à ta réaction, parce que quelqu'un d'autre à ta place, je suis d'accord. Moi, à ta place, plus jeune, n'ayant pas confiance en moi, ça m'aurait démoli. Moi, ça m'aurait détruit aussi. Hein. Parce Donc, que tu fais confiance. Ah ouais, bravo. En fait, c'est vraiment ce truc où je me suis dit... ça m'a mis face à une réalité où tu te dis, bon, ça va me passer à côté. Et du coup, j'étais en droit, j'étais bien partie. Donc, on pouvait imaginer que le concours du barreau, je l'aurais pas du premier coup, comme tout le monde la plupart du temps. Bon, bref, on pouvait imaginer que 5-6 ans après, bah ça y est, quoi, j'avais mon métier, j'étais dans ma vie. Et je pense que c'est face à cette réalité que je me suis dit, fais-toi ce cadeau de pas être une femme frustrée dans 30-40 ans à te dire non mais si juste j'avais perdu 1 an de ma vie quoi. C'est vraiment ce truc de génial. Mais et t'as sauté sur l'occasion et du coup je suis partie en plein mois de janvier 2016 à Paris toute seule pour faire des études ou... du coup on était en plein milieu de l'année donc ce metteur en scène m'avait parlé de Jack Waltzer qui est donc un coach américain comédien dans la continuité des méthodes américaines. Absolument extraordinaire, ce bonhomme, ce monsieur qui est un génie dans ce qu'il fait. Et donc, j'ai fait un stage de 2 mois avec lui. Donc, ça nous a amené en mars. Et ça m'a permis de rencontrer 1 ou 2 personnes quand même, de me faire 1 ou 2 potes, de pas être tout seul parce qu'on est vite seul quand même. Et j'ai fait 2-3 ateliers casting. Et puis, j'ai passé un casting. Et j'ai fait une première pub et... passer des auditions pour entrer dans l'école que j'avais trouvée, qui me correspondait le mieux, donc qui s'appelle le laboratoire de l'acteur. Ok, ouais. Et puis j'ai été prise, du coup, j'ai pris la décision de rester à Paris et de faire cette école. Et ensuite, les choses se sont enchaînées assez rapidement et assez bien. J'ai fait du coup ma première année au labo, qui s'est très bien passée et qui m'a permis d'avoir mes premiers tournages, d'avoir mon agent. Et donc, j'ai eu la chance de bien travailler en tant que comédienne. Et du coup, sans vraiment me poser la question, tout s'est tellement déroulé que je me suis laissée porter par ce truc et c'était vraiment génial. Jusqu'au Covid. Et le Covid a été du coup la première pause de... cette espèce de course. Ouais. Cette espèce de sprint de... Ouais, c'est ça, et cette espèce de truc où tu te poses pas vraiment la question, c'est ton rêve de gamine, tu te retrouves projeté dans un truc, tu te demandes même pas si c'est vraiment ça que tu veux, si c'est pas ça, tu profites à fond, et c'était génial. Et c'est vrai que le fait que tout s'arrête tout d'un coup, c'est là où on a le temps de se rendre compte des choses, de l'évolution, de tout ça, et où je me suis posé les premières questions. Et où y a eu ce premier bouleversement qui...
Je vais faire vite parce que je fais que parler là. T'inquiète. Chacun son tour. Chacun son tour. Non, mais c'est intéressant. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Bon, bah, tant mieux. Où du coup, j'ai eu envie de plein de choses. J'ai eu envie d'avoir un diplôme parce qu'il y avait quand même aussi cette parole que je m'étais faite à moi-même de j'arrête, mais j'ai quand même toujours été très scolaire. En plus, j'adore les études et tout ça, et j'avais envie d'un diplôme. Donc, j'ai repris mes études à distance. Tout à fait louable. En psychologie. Ah. Donc j'ai une licence de psychologie. D'accord, que tu as fait en parallèle de tout l'acting. C'est ça, voilà, exactement, que j'ai fait sur 5 ans, du coup, puisque je travaillais en même temps. Ok, waouh. Mais du coup, voilà, donc il y a eu ça, et puis il y a eu aussi, à côté de ça, dans le milieu, enfin, dans le cinéma, cette volonté, à un moment, d'aller un petit peu plus loin qu'être comédienne. Et c'est là où je disais tout à l'heure, je me rendais pas compte en fait de ce que c'était que la réalisation, parce que j'avais jamais toujours dit que j'avais envie de jouer, mais j'avais jamais décortiqué vraiment. La première fois que je suis arrivée sur un plateau, je savais même pas ce que c'était qu'un chef opérateur. Enfin voilà, il y avait vraiment, j'avais jamais eu cette curiosité. Et c'est vrai que du coup, pendant le Covid, je me suis retrouvée à faire plein de masterclass de tous les métiers du cinéma pour vraiment. J'avais fait plein de plateaux quand même, mais ouais, mais même il y a des posts sur tous les plateaux et tout ça qu'on voit, mais que je voyais de loin et qui de loin donnaient hyper envie, là, que ce soit la régie, que ce soit un métier script, que ce soit. Et je me suis dit, j'ai envie de m'intéresser, et je me suis intéressée vraiment à tous ces métiers un par un. Et puis le hasard a fait que pendant le Covid, donc pendant un des confinements, on habitait dans le même immeuble avec une de mes meilleures amies de l'époque, et qui est comédienne aussi. Et du coup, on s'est dit, on réalise un film. Et en fait, on s'est retrouvés à réaliser. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien la réalisation. Mais en fait, c'est... À ce moment-là, je me dis, c'est encore mieux, quoi. Parce que y a une dimension supérieure que... On dit pas ça. On dit pas ça, hein, on le pense. Non. Non, mais voilà, je pense que ça m'a amené à un truc qui, à ce moment-là, me manquait. Et donc, voilà. Donc là, je me suis dit, OK, donc je tiens un truc là qui, quand même, me plaît bien. Je manquais de légitimité. Donc du coup, j'ai fait une formation continue à l'ENS Louis Lumière pour avoir un petit peu, quand même, au moins un vocabulaire pour pouvoir parler à une équipe sans dire la caméra, là, le truc là, tu appuies sur ça, là. Voilà. Histoire d'avoir un... Voilà. Et puis du coup, les choses se sont enchaînées. Donc j'ai co-réalisé et créé une mini-série avec un autre comédien et scénariste qui s'appelle Arnaud de Grandry, qui est très, qu'on très salue. fort. Qu'on salue. Et du coup, en faisant cette série, en jouant dedans, j'ai retrouvé l'amour pour quand même la comédie. Ah, ça faisait depuis un moment que tu n'avais pas joué ? Ouais, parce que du coup, ça a mis du coup de fait entre le Covid et mon intérêt pour la réalisation, et qui a pris quand même de la place, à me dire en fait j'avais besoin, je pense, à ce moment d'avoir le contrôle, et du coup j'arrivais plus à être au service des autres. Ok, je comprends. De toute façon, après, le parallèle entre le jeu et le fait d'écrire, il y a quand même énormément d'acteurs qui écrivent, que ce soit pour eux, parce que c'est vrai que ça te donne un contrôle sur ton personnage. Ouais, bien sûr. C'est super intéressant. Donc le parallèle est super intéressant. Tu as vraiment fait la trajectoire que beaucoup de personnes font, sauf que eux, il y en a certains, ils le font genre après 20 ans de carrière et tout ça. Toi, tu l'as fait quand même, tu t'es dit genre non, je veux faire ça. Ok, super intéressant. Trop cool. Et donc, Oriane, toi, c'est le moment où tu es en train de te dire, je viens de faire ce bilan de compétences. On te dit réalisatrice. Non, je me dis. Tu te dis. Personne. Non, que ce soit clair. Moi, je suis, depuis que j'ai fait ce bilan de compétences, j'encourage tout le monde. J'ai incité mon compagnon à faire un bilan de compétences. Il en a fait un cette année. Il est ravi. Il est heureux. Il était consultant. Maintenant, il est, il travaille. Il est hyper épanoui. Il travaille dans l'événementiel. Trop bien. Et c'est pareil. Je l'ai incité. Toutes les personnes qui sont en doute ou qui sont pas épanouies dans leur travail, mais allez faire un bilan de compétences. C'est extraordinaire, c'est une super opportunité. Non, je ne suis
pas rémunérés par l'État pour faire l'apologie du bilan de compétences. Mais il y a énormément d'a priori. Il faut trouver la bonne. Il y a différentes façons. Bien sûr, il y a des organismes qui vont être un peu plus old school. Mais en fait, c'est quand même avant tout très humain. C'est un travail de réflexion, un temps qu'on prend pour soi. D'ailleurs, à mon avis, ça serait tout à fait pertinent que, en fait, avant la fin du bac, plutôt que de dire vite, choisissez vos études, que les gens expérimentent et qu'après qu'ils fassent un bilan de compétences et qu'ils se posent les bonnes questions. Parce que voilà, c'est logique, tu peux pas savoir du premier coup, il faut se poser les bonnes questions. Et donc là, généralement, ça dure 4 mois quand même. Et moi, j'avais fait que ça. Mon compagnon, je l'ai encouragé à faire que ça, à pas être préoccupé par un autre job à côté, pour vraiment se poser toutes les questions, s'investir. Et donc, non, personne n'est là pour te dire tu vas faire ci ou tu vas faire ça. Enfin, peut-être que certains le font. Bien sûr. Je déconseille cette méthode. méthode. On t'a guidé vers ça. Mais voilà, en fait, c'est plus tu vas découvrir comment tu fonctionnes. Tu vas mettre, par exemple, au début, tu fais une espèce de grande feuille où tu mets des zones d'intérêt. Moi, ça tournait beaucoup autour de l'humain, de la psychologie, de la thérapie par le mouvement, ce genre de choses. Comme ça, je venais de la danse. Et puis finalement, après, il y a des cases que tu éloignes et tu te rends compte que l'essentiel, il est ailleurs. Puis après, tu fais aussi un juste milieu entre qui tu es, parce qu'il y a des personnes qui pourraient pas être réalisateurs, sûr, parce que justement, il n'y a pas ce filet de sécurité. Et donc, tu fais aussi avec ta réalité. Parce que si effectivement, par exemple, tu te dis, je veux être médecin, mais en fait, c'est impossible pour moi que je fasse 10 ans d'études, tu es obligé de penser peut-être autrement, quoi. Et donc, du coup, c'est moi qui, comme je disais, j'étais partie sur la piste décoratrice et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Et en fait, quand je me suis rendu compte que je voulais faire ça, je me suis dit, ok, c'est bien, mais un peu comme toi, il faut que j'ai des outils. Parce que je vais faire face à une équipe technique, il faut que je puisse être prise au sérieux. Et puis, même moi, j'ai besoin de savoir. Et je cache pas qu'aussi, en étant une femme, j'avais cette pression supplémentaire de me dire, comme je suis une nana, si là, je m'y connais pas à niveau technique, on va vraiment pas me prendre au sérieux. C'est quand même quelque chose qui m'est passé par la tête, je le précise. C'est normal. En vrai, surtout l'ancienne génération, quand on la regarde, moi j'ai fait beaucoup de plateaux avec des anciens techniciens. Il y a quand même déjà, il y a un certain male gaze, je pense, sur tous les postes. Mais il y a vraiment un truc dès que tu es une femme, tu perds d'un coin, tu perds des points de charisme et tu vas devoir te justifier de plein de choses. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des femmes régisseuses. C'était les plus durs parce que en fait, leur début de carrière, ça commençait déjà, elles devaient prouver 2 fois plus que les autres qu'elles étaient compétentes et donc on comprend parfaitement. Franchement, c'est un truc qui doit rentrer en considération à un moment. Donc franchement, je comprends totalement. Ouais, donc du coup, j'ai fait ça. Bon, après, j'aurais été un homme, j'aurais fait aussi. Et en fait, c'est simple. Moi, j'avais pas de. En fait, les écoles de cinéma, j'avais passé l'âge parce que j'avais 28 ans, je crois, 28 ans. Donc toutes les écoles publiques, justement Louis Lumière, tout ça, l'école de la Cité. J'avais passé la date d'expiration. Et pour dire poliment. Et donc, il restait plus grand-chose. Il restait que les écoles privées. Mais j'avais pas du tout les moyens. Ou alors, il a fallu que je fasse un énorme emprunt bancaire. Mais j'avais pas mes parents derrière pour m'aider. J'avais quelques mois de... je crois même pas que j'avais... Je suis même pas sûre qu'il me restait du chômage. Et en fait, j'ai trouvé cette formation et c'était ma seule option. Il y avait l'ESRA qui proposait une formation continue d'un diplôme de technicien audiovisuel, qui est un peu l'équivalent d'un BTS audiovisuel, mais en formation continue, en intensif pendant 1 an, un peu moins d'1 an. Et ça pouvait être pris en charge par la région Bretagne et je pouvais avoir des aides et tout ça. Donc j'ai quand même fait un emprunt bancaire que je continue à payer. Il me reste encore 1 an parce qu'il fallait payer le quotidien. Mais j'ai passé le concours en espérant être prise et j'ai été sélectionnée. Et je suis hyper contente d'avoir pu faire cette formation parce que ça a été un bagage immense, parce que ça a été... déjà, c'est une école de cinéma. C'était en Bretagne.
Et c'est où? Parce que moi, j'ai fait l'ESRA Paris. C'était à Rennes, l'ESRA Rennes. Il y a l'ESRA Nice, Paris, Rennes. Je voulais venir à Paris, mais pareil, impossible financièrement parce que les loyers. Et en plus, je me suis dit, là en Bretagne, je vais pas être distraite de quoi que ce soit. Et on était en petit groupe. Et donc, c'était même encore mieux que de faire la formation en 3 ans, puisqu'en fait, on apprenait énormément. Donc, le matin, c'était théorie. Donc, on avait des cours sur la production, l'assistanat de réalisation, des cours plus théoriques sur le son, l'image, etc. Et l'après-midi, tous les après-midi, c'était des grosses journées, c'était genre 18h, 18h. Et l'après-midi, on n'avait que de la technique. Sauf que on faisait tout. On faisait prise de vue, prise de son, mixage, montage. On avait même fait une émission de radio. On avait fait un plateau télé. Et donc, tu touches à tout. Touche à tout. Alors, tu vas pas aussi loin que si tu faisais une formation pour être chef-op. Donc, on travaille pas avec un système d'assistant. Donc, c'était plus, moi, je sais manier une caméra toute seule, mais pas avec le système de points avec un assistant. Mais en tout cas, c'est la même chose, quoi. C'est une caméra, ça reste une caméra. Et t'apprends les bases, quoi. Et t'apprends les bases, mais à un niveau quand même avancé parce que tu pratiques et que t'es dans des. Après, on était quoi? Je crois qu'on était 12 dans la formation. C'est peu. Et on était subdivisés en petits groupes. Donc, par exemple, on était. Bien, je sais pas, on avait un cours 2 heures, qui a prise de vue. On était 3 sur une caméra. C'est trop bien. Donc, évidemment, qu'on allait, c'est ce que nous disait notre prof, il nous disait franchement vous avez un meilleur niveau que ceux qui sont en 3e année de licence. Et on était tous motivés, il y avait des gens avec des parcours très différents. J'étais la seule qui voulait faire du cinéma, par contre. Ouais, parce que les autres, ils voulaient faire quoi? C'était quand même plus des profils cadreurs, monteurs, JRI. Il y en a qui voulaient devenir auto-entrepreneurs. Il y en a qui voulaient être JRI. Il y en a qui voulaient faire du documentaire. Mais cinéma. Et je sais que à cette époque-là, on me regardait. Enfin, je pense que personne me prenait au sérieux, quoi. Et moi, je dis non, je vais faire des films, quoi. Enfin, je démords pas, je vais le faire, quoi. Moi, quand je décide quelque chose, je le fais. Et donc, j'ai fait cette formation et à la fin, on devait faire un stage. Et là, je me suis dit, c'est mon opportunité de venir à Paris, de tester Paris, voir si ça me plaît. Et pareil, j'ai pas lâché le morceau. Au début, je voulais faire mise en scène sur un plateau, mais j'ai pas trouvé. J'ai contacté un paquet de monde, j'avais pas de réseau, rien. Et donc, je voulais quand même bosser en pub et j'ai trouvé une opportunité dans une société de prod de pub qui s'appelle Gang Film, qui est une société assez historique, iconique dans le monde de la pub. Et j'ai j'ai été prise en post-prod. Et ça a été une super formation parce que tu travailles à l'image près. J'ai bossé sur des projets quand même conséquents, sur des grosses pubs. Et donc, au final, je me suis dit, ok, je reste à Paris. Je reste à Paris. Et à ce moment-là, je m'étais dit, alors j'avais mon petit plan, comme on a souvent, on a des plans, puis en fait, après, la vie nous amène ailleurs. Je m'étais dit, je vais faire assistante monteuse pour devenir monteuse, et puis je vais aussi en parallèle faire assistante metteuse en scène. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était des carrières en soi. À part entière, que j'étais pas suffisamment passionnée pour faire assistante monteuse, parce que c'était quand même c'était de la technique, de pianote sur ton ordi. C'est lourd. Et moi, j'aime l'humain, j'aime bouger, Et c'est des carrières. Donc, en fait, ça veut dire que tu es en compétition avec des gens qui, eux, veulent vraiment faire ça. Donc, je m'étais dit... J'avais trop rencontré de personnes qui étaient restées bloquées qui disaient, mais moi, en fait, à la base, j'ai envie de faire de la réal. Et puis, finalement, ils étaient restés coincés dans un métier technique pour gagner leur vie. Mais ils n'arrivaient plus à en sortir parce qu'après, il fallait tout le temps être dispo. Sinon, tu perds les clients, les opportunités. Et puis, au final, justement, on parlait de logement CDI. Moi, j'avais pas mes parents pour faire caution. J'avais pas le choix. Il fallait que je chope un job. J'avais fait un entretien d'embauche pour être assistante monteuse en télé. C'était un contrat de 6 mois, mais payé au lance-pierre, qui m'aurait pas permis de trouver un logement. J'avais besoin de trouver un logement. J'ai dit, non, mais payer au lance-pierre, je sais pas ce qu'il va... Et puis, mise en scène, c'était pareil, j'avais pas de contact, j'avais pas de réseau, c'était très difficile. Donc, je me suis dit, je vais faire autre chose et je vais faire un job où je vais m'attarder plus sur les valeurs humaines, parce que c'était ça qui m'importait, plus que le métier en soi. Et comme ça, je vais pouvoir trouver un logement, puis j'aurai toujours envie de quitter ce job. Si je sais que c'est un job vraiment alimentaire qui n'a rien à voir et qui n'est pas dans le monde de l'audiovisuel. C'était important pour toi que ce soit un truc que tu puisses quitter du jour au lendemain? Alors oui, après, j'avais un préavis de combien? 3 mois, je crois.
quand même. Oui. Mais donc je peux pas le quitter du jour au lendemain. Non, c'était plus mais genre, j'avais cette fallait pas t'y sécurité attacher, financière. Ouais, voilà. Donc je l'ai fait. J'ai appris énormément de choses. Enfin, j'ai bossé dans la tech, en gros, dans une grosse start-up en marketing digital. J'ai appris beaucoup de choses qui me servent aujourd'hui en tant que réal. Et j'aurais pas imaginé à l'époque que ça me servirait autant. Mais voilà, j'avais pas le choix. Il fallait que je puisse trouver un appart. C'est la guerre à Paris pour trouver un appart. Oui. Si t'as pas quelqu'un qui est caution, qui gagne 6 fois le montant du loyer. Et même. Hein. Et même. Et comme ça, bah voilà, j'avais ce job. Je me disais, bah en parallèle, je vais bosser mes projets. Mais après, c'était beaucoup de discipline. C'est-à-dire que tous les matins, je me levais 1 à 2 heures plus tôt. Mes pauses déj. Je bossais dessus, j'ai réalisé mon premier court-métrage pendant que je bossais dans cette boîte et je faisais vraiment le distinguo, c'est-à-dire que j'en parlais pas. Je disais pas parce que je voulais pas aussi que ça nuise à ma carrière. Donc si jamais j'ai d'anciens collègues qui m'écoutent, ils savent tout maintenant, mais on leur enverra. Mais voilà, je voulais pas qu'on pense que je sois désinvestie. Je voulais vraiment bien séparer les deux. Et donc, en fait, je me bossais, voilà, je faisais mes réunions d'équipe sur ma pause déj, le soir, le week-end. Enfin, c'était hyper, hyper intense. Mais par contre, j'ai acquis cette discipline que j'avais déjà. Je suis hyper carrée, organisée, rigoureuse. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai cette autodiscipline qui, j'estime, est quand même importante quand tu fais ce métier parce qu'en fait, personne t'attend. Enfin, sauf si t'es déjà connu et qu'on te dit, allez, vas-y, je te signe déjà ton prochain film. Mais sinon, personne t'attend. Donc, en fait, si t'es pas là pour toi-même te fixer des deadlines, te fixer un planning et tout ça, ça avance pas, quoi. Et donc, j'ai fait ça. J'ai bossé pendant 3 ans. J'ai réalisé mon premier film pendant ce temps-là. Et puis, au bout de 3 ans, j'étais à bout. L'entreprise, avait pas mal évolué aussi. Donc, il était temps pour moi de partir. Et j'avais plus de temps, en fait. J'avais vraiment pas d'espace mental. J'avais plus de responsabilités. Je gagnais aussi mieux ma vie. Donc, d'un côté, je voyais les possibilités de carrière que je pouvais avoir. Et là, je me suis dit, je tombe dans ce piège où je suis en train de me dire que, tiens, parce que moins compatible, quoi. Voilà, j'étais pas mauvaise dans ce que je faisais et en fait, je me suis dit, bah non, mais là, c'est plus possible. J'ai même pas d'espace mental pour être créative, parce qu'il faut du vide pour être dans la créativité. Bien sûr. Et donc, j'ai quitté ce job. J'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle. Donc, j'ai pu avoir cette liberté de me dire, bon, je dois pas tout de suite reprendre un job alimentaire. Et du coup, ça m'a permis d'avoir tout simplement bénéficié des indemnités, de chômage et de développer plus à fond, à temps plein, quoi, mes projets, de me dire là, maintenant je fais que ça et voilà. Mais par contre, là, je suis dans la phase où, non, je suis dans la phase où je sais pas si je vais devoir reprendre un autre job, alors pas à temps plein, mais qui voilà, pour avancer parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Bien sûr. Voilà. Bon, et toi, Anso? Alors, toi, là, tu es à ce moment où c'est quoi ta première expérience de réalisatrice? Quelque chose qui t'a permis de te lancer? C'est quoi un peu le truc qui t'a fait dire, OK, là, maintenant, aujourd'hui, je suis réalisatrice? Je sais pas. C'est dur. Je sais même pas si je me le dis encore. Parce que j'ai l'impression de n'être que dans la première toute petite partie du chemin. Non, mais du coup, je me suis retrouvée à faire ce Nikon avec cette amie dont je parlais tout à l'heure, qui m'a mis dans une dynamique donc d'essayer de créer pour le coup toute seule et pas mal de choses. J'ai fait un cours documentaire. Ça m'a pris 2 mois. J'ai fait tout de A à Z alors que j'avais aucune formation. C'était avant du coup de faire la formation Louis Lumière. Je m'étais mis à fond dedans. C'était un concours pour Arte. Enfin, en fait, j'ai passé 2-3 ans là à surtout faire des concours. Ok. Avant de commencer Louis Lumière, tu as fait plein de concours J'en ai fait 3 avant Louis Lumière et peut-être 4-5 après. Quand je dis concours, je mets les Nikon au milieu. Je mets tout ce genre de format qui, j'ai envie de dire, c'est un exercice que je trouve
hyper intéressant et dans lequel on apprend énormément. Parce que du coup, c'est un peu... c'est moins libre, j'ai envie de dire, que quand on part sur son projet, qu'on écrit tout ça, parce que très souvent, il faut écrire très rapidement. Si c'est sur un 48 heures, j'ai joué, mais jamais réalisé un 48 heures. Mais c'est très sport. Ouais, oui, pour le coup, pour l'avoir vécu, c'est hardcore. J'aurais pas aimé. Ouais, on est bien aussi en comédien sur les 48 heures pour le coup. Ça fait partie des trucs, comme tu dis, c'est des trucs genre tellement intéressants au niveau créatif aussi. Mais c'est ça, et même le Nikon, et même du coup le concours TF1 Imagine, ou là le concours Arte, je crois que c'était phénoménal. Parce que du coup, il y a des thèmes, il y a quand même une deadline qui est imposée. Puisque, par exemple, Nikon, une fois qu'on a le thème, puis après, il faut rendre le film à un moment, il y a une durée qui est imposée. Il y a plein de choses qui font que, du coup, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, en dehors de la mini-série dont je parlais tout à l'heure, qui est encore autre chose, c'était des choses qui étaient très cadrées, et donc dans lesquelles j'ai appris à m'exprimer, mais sans vraiment... J'ai pas encore l'impression d'avoir réalisé quelque chose qui me correspond vraiment de A à Z. T'as toujours respecté les contraintes imposées par les concours. Et du coup, enfermé dans l'énergie qu'il fallait faire. Mais c'est quelque chose que j'avais, je pense, envie et besoin de faire aussi pour m'entraîner, pour prendre confiance, pour arriver à trouver mes marques et à développer mon imagination. Et en fait, en fonction de tous les petits projets que j'ai pu faire, donc toute seule ou pas, parce que du coup mon premier cours que j'ai autoproduit, je l'ai réalisé toute seule dans le cadre du concours TF1 Imagine. Après j'ai réalisé toute seule du coup un mini documentaire et un Nikon. Il y a 3 Nikon que j'ai co-réalisés avec 3 personnes différentes. Et puis il y a un autre film, un documentaire que j'avais co-réalisé aussi pour un autre concours. Et voilà, du coup, en fait, c'était ça. C'était l'envie de travailler avec plein de gens différents, d'écrire, enfin voilà, de trouver un peu un univers et puis à chaque fois de me concentrer sur les choses différentes. Apprendre au fur et à mesure. Il y a du drame, il y a de la comédie au milieu. Il y a des films sur lesquels j'ai voulu vraiment mettre l'accent sur la DA, par exemple, tout ce qui était graphisme, déco. Enfin, voilà. Et du coup, j'en suis un peu là. J'en suis donc à ce premier court-métrage que j'ai réalisé et autoproduit toute seule, qui est en festival, là, qui a gagné son premier prix en Corse. Je suis contente. Bravo. Merci. Parce que... Pardon ? Parce que je suis corse. Ah d'accord, mais non, parce que tu l'as... Ah oui, on savait pas. Tu dis le sud, mais le sud c'est grand. C'est ok, non, trop cool, trop bien. J'ai grandi entre la Corse et Aix-en-Provence, mais je suis corse. Ok, d'accord, trop cool. Et c'est quel festival C'est les Nuits Med. Ok. Et voilà, du coup j'étais... Trop bien, bravo. Et donc ce premier court-métrage, est-ce que toi sur le plateau, est-ce que tu t'es sentie réalisatrice? Parce que tu dis que tu as eu cette difficulté à te considérer réalisatrice. Là, c'était donc une autoproduction, c'est ça? C'est ça. Okay. Donc c'était un peu compliqué du coup, mais c'était génial. Enfin, j'ai adoré l'expérience. Et oui, je crois que je me suis sentie... pour le coup assez à ma place, ce qui me permet là de me dire ok, j'ai plus envie de faire ce format de Nikon et compagnie, j'ai vraiment envie de me lancer dans les dossiers et compagnie et vraiment partir dans le premier cours qui va me correspondre, qui va raconter vraiment une histoire qui me tient à cœur. Et donc là, ça y est, le dossier... D'accord. Et ça a été quoi le déclencheur de ce court-métrage ? Qui t'a dit, genre, tu parles beaucoup des concours, des trucs comme ça. Qu'est-ce que celui-là, qui donc est hors concours, qu'est-ce qui t'a fait arriver jusqu'à la création de ce court-métrage ? Ça fait longtemps. Il y a plusieurs choses. Du coup, c'est un film qui, s'il se fait, ce que j'espère, se tournera en Corse. Donc, je pense qu'il y a l'envie de parler de la Corse, de revenir à plein de choses qui me sont chères et de parler de sujets qui réellement me touchent. Est-ce que c'est le scénario qui a gagné un prix ? Non, en fait, c'est le court-métrage que j'ai réalisé dans le cadre du concours TF1. Ok, d'accord. J'ai envoyé en festival et donc c'est lui qui a gagné un prix et qui me permet du coup de passer à l'étape où un scénario comme du coup qui pour le coup
me tient à cœur, je peux l'envoyer dans des demandes d'aide, tout ça, parce que très souvent, il faut avoir déjà eu un prix ou être sélectionné au festival pour pouvoir avoir ce genre... C'est ça, pour avoir des prods, pour... En fait, ça me permet de passer à l'étape où maintenant, j'ai plus envie d'être dans ce truc de concours, tout ça. J'ai envie vraiment d'essayer de, trop bien. Faire produire ce premier film et qui, à plein de niveaux, me ressemblera davantage. Bien sûr, c'est normal. Tu as mis moins à partir du moment où on impose moins aussi, ça te permet aussi de te libérer. Comme tu disais, toi-même, Oriane, tu disais avoir du temps libre et du vide, c'est aussi un truc qui est super important. Donc c'est vrai que là, tu es en plein dedans. C'est-à-dire, c'est là où on t'a donné l'opportunité de pouvoir faire que des trucs où tu étais méga cadré. Et là, d'un coup, on t'a dit, genre, tu étais au milieu de l'océan, il n'y avait pas de poisson volant. Et là, tu t'es lancé, quoi. C'est trop bien. En vrai, trop cool. Et donc là, la mini-série dont tu parles, ça, ça, pour le coup, tu l'as réalisé, c'est ça? Et ça, pour le coup, donc, c'est une mini-série qui s'appelle Start Me Up, qui est disponible sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et donc, on a, comme je disais tout à l'heure, co-créé avec Arnaud de Grandry. Donc, on l'a co-écrit, on la co-réalise et on joue dedans. Depuis 1 an, on est accompagné par une boîte de production et donc un producteur qui s'appelle Simon Gléonec, qui s'est mis en co-réalisation avec nous et qui s'est occupé du montage, de la prod. Enfin voilà, du coup, la série s'est développée. On a fait pas mal de festivals et on est hyper contents. Et voilà, donc ce projet, pour le coup, celui-ci, il nous ressemble à Arnaud et moi. Donc c'est pour ça que je le mets un peu à part de tout le reste. D'accord, ok. Qui était vraiment des exercices où ça, c'est quelque chose qu'on a fait pendant justement le confinement. Comme tout le monde faisait, on s'est mis une caméra et on s'est filmé, et où en fait, ça a fonctionné, ça a plu, et du coup, on a poussé la chose, on en est, on en est là où on sort. Alors là, on est en pause jusqu'à début novembre, mais sinon, on sort un épisode par semaine. Ok, trop bien. On se fait concurrence là, c'est ça, si j'ai compris. C'est pas un podcast. Non, je rigole. je rigole. Ok, trop cool. Et ok, trop bien. Et donc, toi, Oriane, ton premier court-métrage que tu as réalisé pendant ton travail, ton ancien travail, c'était qu'est-ce qui t'avait poussé? Est-ce que c'était un truc que tu avais avant même de commencer ton autre travail? Tu t'étais dit, genre, il y a un court-métrage, je l'ai écrit, faut que je le réalise, et ça tombait pendant le travail? Ou alors tu travaillais, tu t'es dit, non, faut que là, t'as écrit à ce moment-là, t'as développé le truc à ce moment-là. C'était quoi les étapes pour ce court-métrage-là? Ouais, alors, en fait, dès le moment où j'ai décidé, avec ce fameux bilan de compétences, que je voulais faire de la réal, comme je le disais, c'était un désir qui était là, donc tout de suite, ça allait assez vite. Comme je disais, quand je prends une décision, ou quand j'ai envie de faire quelque chose, généralement, j'y vais à fond. Je suis plus comme là on sort des JO, je vais faire une petite métaphore, mais je suis plus sprinteuse que marathonienne. Voilà. Okay. Et donc bref, je m'éloigne là avec les JO. Et donc en fait j'avais déjà non pas un projet, mais j'avais une idée d'une société de production, d'une productrice pour laquelle je voulais travailler, qui s'appelle Erika Lust. Et j'avais envie de réaliser un film pour cette productrice. Donc à savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, que Erika Lust, elle est productrice de films érotiques pornographiques, mais qui revisitent le genre, en revisitant les codes, pour proposer on va dire, un genre alternatif à ce qui peut exister, en fait, avec une diversité de corps, une diversité de désirs, et en proposant des vrais films de cinéma, ce qui n'existe pas par ailleurs. Et je trouvais ça assez révolutionnaire et assez dingue. Et je me suis dit, j'ai envie de prendre part à ça. Donc j'avais une idée et je leur ai soumis assez rapidement. Peu de temps après que j'ai fait ma formation, que j'ai terminé ma formation. Okay. Et ça coûtait trop cher, parce qu'à cette époque-là, j'avais pas encore autant les notions de budget, je pense. J'avais des notions de budget, mais j'avais moins l'expérience. Est-ce que tu te souviens de le budget qu'ils t'avaient dit ou pas? En fait, au début, je sais plus s'ils m'avaient dit « envoie-moi », et c'est après qu'ils m'ont dit le budget. Mais ils t'avaient dit quoi? Je crois.
Alors, le budget, c'était 15 000 €. Et ça se passait dans il y avait une partie qui se passait dans un métro, donc la question. Mais en fait, je me doutais, en vrai, hein. Je m'étais dit que c'était risqué, mais je me suis dit, en fait, faut toujours tenter. En fait, moi, ma philosophie dans la vie, pour reprendre Oscar Wilde, c'est de viser la lune, comme ça, au moins, t'es sûr d'atterrir dans les étoiles. J'adore cette phrase. Ouais, c'est un peu mon leitmotiv. Donc, certains préfèrent faire l'inverse, et je comprends, c'est plus rassurant de se dire, on vise plus bas, et comme ça, t'arrives plus haut sur le trampoline, t'es content. Moi, généralement, je vise plus haut, donc je vise toujours très haut. Et après, j'atterris soit plus bas, soit là où j'avais visé. Mais donc, qu'est-ce que je disais T'avais proposé donc. Ouais, j'avais proposé Lust, ça. Erika Lust à l'université, ouais. Et donc ils m'ont dit c'est trop cher. Je dis c'est pas grave. J'avais une autre idée en stock. Et je leur ai envoyé. Et là, ça matchait. Et là, j'ai essayé aussi, ce qui était hyper intéressant comme exercice, de me dire bon, je vais penser le film. Dans un budget de 15 000 €, quoi. Sachant que j'avais fait des budgets, moi, dans ma formation, donc j'avais des notions de budget. Ça, c'est ouf. Donc, ça veut dire qu'en gros, ils t'ont dit, nous, on peut aller jusque-là. Donc, en fait, c'est tous leurs films. Ils font que des courts-métrages, et tous leurs films, c'est 15 000 €. Mais par contre, comme la société là-bas était basée en Espagne, beaucoup des films étaient faits en Espagne ou ailleurs, ils n'avaient encore jamais fait de film en France. Donc, c'était le premier en France. Et comme en France, les techniciens, notamment, coûtent plus cher, mais tout coûte plus cher, on a réussi à augmenter le budget. Donc, on est, je sais plus, 20K, quelque chose comme ça. Ce qui est pas grand-chose, hein, mais ce qui est déjà bien. Pour un premier court-métrage. C'était donc ton premier court-métrage. C'était donc mon premier court-métrage. Franchement, c'est pas mal. Hein. 20 000 pour un premier court-métrage, c'est très, très bien. Mais oui, effectivement, je pense que c'est important de le préciser. On parle de 20 000. Faut aussi réfléchir que c'est des gens qui sont payés au minimum SMIC horaire, qu'il y a à peu près, on va dire, au minimum 20 personnes sur un plateau pendant une semaine. Donc, on fait vite le calcul entre la location de matériel. C'était pas une semaine, c'était une journée. C'était une journée? Ouais, une journée. Mais en fait, j'avais une équipe internationale. Donc, en fait, tout le monde a eu tous les gens. Alors, j'ai eu cette chance Ah oui, ce qui s'est passé, c'est que oui, ils m'ont dit oui, ok. On est chaud de partir avec toi, mais par contre, on doit valider l'équipe. Parce que j'avais jamais rien réalisé. Enfin, j'avais réalisé un magazine à la fin de ma formation, qui était une sorte de magazine, quoi, une sorte de mini-docu sur la place des femmes dans les arts plastiques. J'avais pas réalisé de fiction, donc ils voulaient être sûrs que je m'embarque avec une équipe de qualité. Et là, c'était le plus gros challenge, enfin, pas le plus gros challenge de ma vie du tout, mais c'était un gros challenge. C'est que je devais décrocher mon téléphone, appeler des gens que je connaissais pas, parce que j'avais pas de réseau. Enfin, l'ESRA en Bretagne, je vous l'ai dit, parce que j'ai pas fait de réseau avec cette école. Okay, je croyais que tu parlais vraiment de réseau. Ah non, j'avais dit réseau Internet. Et que tu disais parce que la Bretagne, je me disais, waouh, ah ouais, l'ESRA Bretagne, il n'y a même pas de réseau. Non, on a Internet, on a le téléphone en Bretagne. Donc j'ai pris le téléphone filaire. Et donc, je me disais, moi, je suis personne, il va falloir que je vende. Et il va falloir que je vende un projet qui est donc un film. Alors, je dis érotique, je dis érotique, porno, parce qu'en fait, si je dis porno, les gens tout de suite associent à quelque chose à ce à quoi on a l'habitude de voir. Ouais, bien sûr. Porn, etc. Alors que c'est vraiment un film qui a une dimension très érotique. C'est pornographique parce que c'est explicite. Mais en gros, voilà, je me disais, c'est comme un film. C'est comme un film, n'importe quel film. Mais au lieu que ce soit genre un peu dissimulé, tu vois clairement. Quoi. C'est comme le film d'horreur, c'est centré sur l'horreur. Le film érotique porno, c'est centré sur l'érotisme. Ouais, ok. Voilà. Et en fait, je me disais, mais voilà, je suis personne. Et donc, je me rappelle, j'ai mis genre une semaine. En fait, j'ai eu de la chance parce que la production m'a dit, nous, on n'a pas de contact à Paris, mais il y a cette nana qui a réalisé un film pour nous en Espagne et qui habite à Paris. Donc, peut-être elle connaît du monde. Donc, je l'ai contactée. Et elle m'a gentiment passé 2-3 contacts. Mais voilà, il fallait que je les contacte. C'était des gens qui avaient fait quand même des gros projets. Et en fait, ils m'ont tous dit oui. Mais je me rappelle, j'ai mis une semaine avant de décrocher mon téléphone et je m'entraînais. En fait, je m'enregistrais sur mon téléphone et je m'entraînais en gros, à me pitcher. Et après, je m'enregistrais, je me corrigeais, je m'enregistrais. Et je mettais du temps. Et puis au final, voyant après que les gens décrochaient le téléphone et étaient hyper enthousiastes,
je me suis dit, mais c'est génial. Et ça, c'était une pure joie. C'était vraiment de la joie de se dire, oh, putain, j'arrive à consolider une équipe sur un projet qui est... T'avais quel âge ? J'avais 28, 29. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Mais voilà, c'était ça, quoi, de se dire, je propose ça à des gens qui sont hyper, voilà, qui a fait des gros projets. Et, enfin, je suis personne. En plus, c'est un film, un peu hors les cases. Et en fait, ça m'a donné vachement confiance, ça, le fait de me dire, on me suit. Et je pense que j'avais ce truc aussi que je défendais bien mon projet, je savais bien en parler, je savais bien le vendre. Et donc, j'ai embarqué l'équipe. Et après, évidemment, la production a validé. Il n'y avait pas de souci. Et après, il y a eu le Covid, donc ça a été décalé. Donc, j'avais pas prévu que ce soit ça, mon premier film. J'écrivais d'autres projets en même temps, mais c'est ce film qui s'est fait en premier. Et comme il n'y avait pas besoin d'aller chercher des financements, puisque eux, ils ont leur propre financement, parce qu'ils produisent beaucoup de films, donc après, ils ont des fonds. Après, par contre, dès la mise en production, c'est allé assez vite. Et, okay. Il y a eu combien de délais entre le moment où ils ont validé et le tournage ? Le moment où ils ont validé, ça m'a mis un peu de temps de finaliser l'équipe. En tout cas, le moment où j'ai envoyé le projet, le moment où on l'a fait, je sais plus, peut-être au moins 2 ans du coup. Ah oui, quand même. Ou 1 an et demi. Ouais, parce que avec le Covid, ça a tout mis en stand-by. Ah mais oui. Et après, à la sortie du Covid ou de la Covid, en fait, toutes les productions avaient été décalées. Et heureusement, j'ai été un peu pushy parce qu'en fait, ils me disaient non, mais plus tard. Et moi, j'ai dit non, mais là, il faut que je tourne. En plus, je voulais que ça soit l'été parce qu'il y avait une atmosphère comme ça, un peu tropicale, un peu avec des couleurs, des tons un peu chauds. Donc, je voulais pas que ce soit l'hiver. Et mon équipe était, ça faisait un moment qu'on en parlait. Et j'ai dit, allez, on le fait. Et heureusement que j'ai poussé pour le faire. Et du coup, on l'a fait. On l'a tourné l'été. Et ouais, du coup, j'avais cet autre job. Mais après, j'ai pris un congé. J'ai pris un congé sans solde. Moi, j'ai rien gagné. J'ai pas gagné d'argent avec ce film. Parce que, j'ai pris un congé sans solde. Les gens étaient payés symboliquement. L'équipe était payée symboliquement, mais tout le monde croyait dans ce projet, quoi. Tout le monde l'a fait parce que tout le monde connaissait déjà Erika Lust, donc avait déjà eu envie de faire ça. C'est un peu l'expérience d'une vie, quoi. C'est atypique quand même de réaliser un film érotique, un film porno. Donc surtout que c'est pas juste. Il y a aussi une dimension artistique parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette image. Je pense que c'est pour ça que tu faisais le parallèle, la distinction, c'est qu'il y a l'image du porno qui est à but purement juste de consommation. Et t'as le film donc érotique que tu as fait qui est plus presque de l'ordre. Il y a un truc artistique aussi derrière. Il y a pas que c'est pas que du porno. C'est un film, c'est-à-dire que c'est un film avec des personnages, avec un découpage, avec les gens me disent est-ce que c'est comme un film normal ? C'est même encore plus carré qu'un film normal, parce que tu dois tout préparer parce qu'il y a des scènes que tu refais pas. Tu refais pas les scènes intimes, mais c'est c'est une vraie fiction où t'es plongé. C'est un petit peu comme si tu regardais un film et puis le moment où il y a une scène d'intimité qui commence à être filmé, au lieu qu'on switch immédiatement au lendemain, il se réveille, on poursuit. C'est tout à fait ça, quoi. Et donc un peu même presque comme ce que Gaspard Noé avait fait dans Love. C'est un peu ça. C'est un film plus, on va dire, traditionnel et en même temps, il y a des scènes plus obvious, quoi. Plus érotiques dedans. Et c'est important parce que moi j'avais cette réflexion de me dire mais en fait déjà si ça n'avait pas été inventé, je trouvais qu'il fallait le faire parce que ce qui existe dans la pornographie mainstream, elle a valeur aussi de pédagogie, parce qu'il faut savoir que le porno c'est le contenu à l'échelle mondiale qui est le plus consommé sur Internet. Et pour autant c'est hyper tabou et c'est catastrophique en termes de contenu. Et donc, je me suis dit, mais c'est fou, c'est le contenu le plus vu au monde. Et il n'y a rien que je trouve très satisfaisant. Et donc, je me suis dit, mais c'est fou que ce ne soit pas un genre, une catégorie à part entière, avec des vrais budgets, des vraies images, quoi. Ça l'a été à une époque.
Genre au début de l'arrivée de l'industrie du porno à Hollywood, il y avait ce truc où, bon après c'était beaucoup de parodiques, mais c'était des vrais films. Il y avait ce truc de on va faire la parodie de tel film, il y avait des vrais décors. Parfois même ils reprenaient les décors des films qui venaient de partir, donc ils refaisaient le Dracula avec... il y avait un truc un petit peu plus. Aujourd'hui, il y a aussi le Gonzo qui a débarqué, qui a un peu mis un énorme coup de pied. Le Gonzo, c'est un truc filmé à l'arrache. Si on peut un peu... et ça a un peu aussi donné un gros coup de pied dans le traditionnel cinéma porno qui était beaucoup plus comme du cinéma avec des prises, des trucs. Et c'est vrai que là, ce que tu dis, c'est revenir un peu à ce truc originel en plus en y mettant quelque chose d'artistique plutôt que de la parodie, quoi. Ouais, c'est une vraie immersion. Enfin, surtout que moi, mon film, il évoque les sens. Donc, c'est un film inspiré d'un parfum. Ça évoque les sens parce que je trouvais on représente souvent la vue dans le désir, dans la relation, la rencontre amoureuse, intime. La vue comme le sens principal. Or, tous nos sens sont en éveil, et notamment l'odorat. Donc, au début, c'était un film vraiment axé sur l'odorat. Mais au final, c'est un film très sensoriel sur le son, enfin sur l'ouïe, sur l'odorat, le toucher. Et je voulais vraiment qu'on se mette dans la peau de quel est ce souvenir qu'on a une fois que une fois que les draps sont défaits et qu'il reste ces odeurs sur nous, dans le lit, en nous. Je trouvais qu'on n'en parlait pas, on n'en parle pas, ces images. Et les images de la sexualité dans le cinéma traditionnel, elles n'existent pas. C'est-à-dire qu'on filme des draps qui bougent, c'est magnifique, on a des petits draps qui bougent comme ça avec une belle lumière, mais on voit pas grand-chose, ou alors on voit en plus... Bon, ça a tendance à changer maintenant, mais à une époque, c'était... alors c'est l'homme qui entreprend, qui fait le premier pas et qui décide quand ça se clôture. Et donc, là, l'idée aussi de tous ces films-là que produit Eric Lust, c'est de tout faire exploser en vol pour proposer d'autres imaginaires aussi. Et qu'on sorte des clichés de physique aussi et qu'on soit aussi beaucoup du point de vue. Il y a beaucoup de films du point de vue des femmes aussi, des héroïnes, des personnages féminins, et c'est beaucoup de réalisatrices aussi. Alors, c'est très marketé comme porno féminin, voilà. Moi, j'estime que c'est pas forcément exact, parce qu'il n'y a pas un porno pour les femmes, un porno pour les hommes. C'est plus qu'il faut de la diversité, c'est pour tout le monde. Mais j'avais à cœur de participer à ce changement, parce que parce que c'est très vu, et que du coup, on est dans des extrêmes. C'est-à-dire que les jeunes ou les jeunes et les moins jeunes, qui se font leur éducation, qui beaucoup, c'est par ces biais-là, parce qu'à l'école, on n'a pas encore suffisamment, investi dans l'éducation, on va dire, sexuelle. Ils se font, c'est soit dans l'extrême, vient du porno qui n'est pas du cinéma, qui est juste, des vidéos un peu hardcore, ou alors le cinéma dans lequel, comme je disais, on voit des draps bouger. Donc, comment tu te construis par rapport à ça? Il manque une case, quoi. Il manque quelque chose. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est sûr. Et écoutez, on va continuer sur une petite question qui est: quel est votre objectif actuel? C'est-à-dire que là, vous en êtes à une étape où vous avez réalisé donc mini-série. Toi, tu es en passe de réaliser tu es en train de constituer les dossiers, Anne-Sophie, pour ton prochain court-métrage. Par exemple, toi, c'est quoi ton objectif là? Tu vises la série, ou alors plutôt là, ça va être le long-métrage, quelque chose, on va dire, de l'ordre du rêve, de l'objectif un peu que tu t'es mis? Du coup, là, le premier objectif, donc comme tu dis, c'est d'arriver à réaliser ce premier court-métrage, finalement, qui n'est pas le premier, mais qui serait potentiellement le premier produit et qui, du coup, dans lequel j'espère me retrouver davantage et avoir une liberté que j'aimerais tourner en Corse. Enfin, voilà, donc là, le vrai objectif, c'est d'arriver à faire ce cours, d'arriver à développer du coup cette série aussi Start Me Up qu'on développe depuis maintenant 2-3 ans, donc pareil là, il faut continuer à faire vivre cette série au maximum et l'amener le plus loin possible, surtout en termes, ce qui nous manque le plus, c'est de la diffusion, du coup, c'est un diffuseur puisque là on est sur les réseaux sociaux, et puis donc voilà, je pense bien sûr, c'est plus l'amener dans cette direction là,
au fur et à mesure. Bien sûr. La développer. Et non, après, si ce cours se fait et se passe bien, je l'espère, oui, évidemment, j'ai déjà des longs. Et il faudra probablement que je fasse au moins 1 ou 2 cours supplémentaires. Hein, non, mais donc toi, tu as déjà écrit des longs qui sont entre... Ou alors tu as déjà des idées de longs j'ai déjà... Alors, j'ai un deuxième court-métrage dont on m'a beaucoup fait le retour de... Il faudrait que ce soit un long. Donc, j'ai un cours de 25 pages qui probablement se développera en long dans un second temps. J'ai un long écrit dans la continuité dialoguée, qui est déjà complètement fini. Et puis, j'en ai un troisième dont j'ai un synopsis de 5 pages rédigées. Trop cool. D'accord, donc, voilà, trois idées, mais qui touchent des sujets, du coup, en rapport avec la psychologie beaucoup. Donc, des études et tout, compagnie. Et qui, du coup, sont très difficiles à faire en cours. Oui, parce que forcément, du court-métrage, c'est des sujets... les références, du coup, comme je disais tout à l'heure, je parlais de Black Swan, que ce soit dans des films comme Black Swan, Shutter Island, Fight Club, c'est des films qui font partie de mes références, en tous les cas, scénaristiques, par rapport à ce que j'aimerais faire. Et du coup, voilà, c'est des films... c'est très dur de faire des cours sur ces sujets-là. Ouais, parce que forcément, de toute façon, c'est un peu le truc, hein, quand on parle avec des scénaristes, eux, ce qu'ils adorent, c'est développer des personnages. Et c'est une des raisons pour laquelle ils adorent les séries, parce que ça te permet de développer un personnage sur des durées qui sont assez géniales. Après, je parle, faut viser les bonnes séries. Quand je parle ça, je dis pas que, par exemple, les mini-séries ou alors les quotidiennes, c'est beaucoup moins intéressant. Mais c'est vrai que pour un scénariste, pouvoir développer des histoires comme ça sur plus c'est long, en fait, plus tu peux développer les personnages. Donc oui, je comprends complètement. Je comprends. Puis en plus, tu te dis psychologie, t'es à fond dedans. En plus, t'as fait de l'acting. Donc il y a aussi ce truc où tu vois un peu... Est-ce que toi, ça rentre en considération ou pas l'acting dans ton écriture ? Je pense, oui, parce que... Alors, je sais pas du tout ce que l'avenir fera. Hein. En tout cas, je sais que quand j'écris, c'est pas pour moi. Enfin, je fais vraiment la distinction, surtout sur... parce que dans la mini-série, je joue, mais bon, c'est parce qu'il y a beaucoup d'impro et que comme on écrit en jouant, et puis voilà, c'est un autre format. Là, c'est vrai que c'est des rôles quand même qui demandent un niveau de jeu, une concentration sur plateau qui est absolument énorme, qui fait que je suis pas sûre d'avoir envie et de réaliser et de jouer un truc aussi. Enfin voilà, je pense ça se prête pas forcément au type du film. Après, on verra, parce qu'il faut jamais dire... j'en sais rien, ça se trouve, je changerai d'avis entre-temps. Bien sûr, ouais. En tout cas, voilà, quand j'écris, je me projette pas moi en jouant. Après, forcément... j'imagine parfois ce que j'aimerais jouer, la façon dont je le jouerais. Peut-être que ça a forcément un impact, puisque même inconsciemment, ça joue. Et je sais qu'on m'a fait un retour récemment, justement, sur le dossier que j'ai envoyé il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'ai demandé à un ami scénariste de me corriger. Et il m'a fait ce retour en me disant, quand on lit, ça se voit que t'es comédienne, en fait, parce que tu t'écris des pâtés pour dire ce que tes personnages y ressentent, mais... On voit pas. Pas le mettre. enlève. C'est dur. Ouais. Donc oui, je pense qu'il y a un impact malgré tout dans l'écriture. Ok, super intéressant. Et toi, Oriane, là donc, c'est quoi les prochaines étapes ? Est-ce que tu as des cours dans les cartons ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Alors, moi, j'ai réalisé un deuxième court-métrage cette année, en début d'année. Pour justement un concours, un concours qui était sur la thématique des femmes et du sport. Donc je reviens aux JO, parce que cette année des JO, c'était un concours qui visait à questionner l'égalité homme-femme dans le sport, les stéréotypes qui peuvent peser sur les femmes. Et c'était un concours donc parrainé par France TV. Donc j'ai réalisé parce que moi j'avais des projets de long, je travaillais sur l'écriture de long métrage. Et comme son nom l'indique, un long, c'est long.
C'est très long. C'est très long. Et donc, en fait, t'es dans l'écriture. Et en fait, j'avais besoin de concret, quoi. J'avais besoin. Puis ça faisait loin, là, le plateau. J'adore réaliser, j'adore travailler avec des équipes. Et donc, c'était une super opportunité. C'est une amie scénariste et réalisatrice avec qui on avait coécrit une série. On a coécrit une série l'année dernière. C'est une petite série humoristique. Je dis petite parce que c'est des épisodes de 10 minutes. Elle m'en a parlé. Je me suis dit, c'est une bonne opportunité. Il y a un cadre, il y a une date, ça m'oblige à. Et j'étais inspirée. Et du coup, j'ai réalisé un film qui s'appelle J'y vais ou pas, qui questionne les stéréotypes sur les femmes et le football, mais plus largement, ça parle du rapport au regard des autres, la peur du jugement, trop intéressant. L'audace, quoi, finalement. Ok. Où trouve-t-on l'audace ? De quelle façon les discours qu'on a pu entendre par le passé ou par le présent, ou dans le présent, nous influencent dans nos décisions. Ok, et donc long métrage que tu avais écrit. Et le long métrage, en fait, donc quand j'ai quitté mon job l'année dernière, je me suis dit, je vais candidater à l'atelier scénario de la Fémis. Donc j'ai bossé comme une dingue tout l'été. Il fallait faire deux projets de long métrage. Donc j'avais déjà cette idée que j'avais en tête. Donc je l'ai proposé, j'ai pas été sélectionnée. Je me suis dit c'est pas grave. Du coup je rebondis, je vais le développer, le proposer à des producteurs. Sauf que en fait j'ai fait pas mal de travail de réécriture et entre temps j'ai réalisé ce court métrage et je l'ai produit aussi. Donc ça m'a pris 3 mois de ma vie. Donc j'ai mis en stand-by les projets de long. Okay. Et finalement, suite à quelques retours, là je me suis dit allez, je vais quand même retenter l'atelier scénario de la Fémis. Et donc, j'ai retravaillé les projets. Et en les retravaillant, en fait, je me suis rendu compte que j'étais trop accrochée à certains éléments. Ouais, forcément, c'est dur. Et qu'en fait, c'est pour ça que ça bloquait. Et en fait, je sais pas, j'ai débloqué quelque chose. Après, ça va aussi avec le personnel. Hein. Des fois, on débloque des choses dans le personnel. Ça influe, évidemment. C'est un puits communicant. Non, un vase communicant. Oui. Puits communicant. Et, ça marche aussi. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, en allant puiser dans mes expériences personnelles, sans faire un film pareil sur ma vie, mais en allant m'en inspirer, j'ai touché à quelque chose de plus réel et j'avais plus de matière. Okay. Donc, en fait, j'ai transformé. Donc, aujourd'hui, j'ai deux longs métrages. Et donc, je précise que oui, donc le court-métrage que j'ai réalisé, il a gagné le prix. Donc, le prix Phénoménal, il a été diffusé pendant les JO sur France 3. Bravo. Trop bien, donc, bravo. C'était une super opportunité et ça me donne aussi confiance en moi. Donc là, j'ai surtout des projets de long métrage. J'ai une idée de court aussi, mais en priorité les longs. Et j'essaie aussi de travailler, en ce moment, j'ai envie de travailler sur des séries quotidiennes, trop des cool. projets pour la télé en tant que réal. Et j'essaie aussi, donc je dis j'essaie parce que pour l'instant, je suis plutôt dans la partie prise de contact, de bosser en pub pour aussi avoir des projets qui cassent un peu le rythme des projets longs. Bosser en pub ou réaliser des clips. Rémunérateur aussi. Rémunérateur aussi, mais aussi parce que c'est une autre dynamique. Bien sûr, c'est pas le même rapport. Il y a un client, on est sur c'est des projets qui font 30 secondes, on travaille à l'image près. Et donc voilà, je pioche un peu dans tout ça. J'aime bien avoir une diversité de projets. Trop cool, trop cool. Trop bien. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de l'émission. C'est le moment anecdote. Donc, c'est un moment où je vous demande de nous raconter une petite anecdote. Vous n'êtes pas obligé de raconter une anecdote qui est la vôtre, mais peut-être une anecdote d'un réalisateur ou d'une réalisatrice que vous trouvez pertinent. Voilà, donc ça peut être une anecdote drôle, pertinente, quelque chose dont vous voulez parler. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. Moi, j'en ai plein, mais il faut en choisir une. Je peux raconter une anecdote. Je vais raconter... quelle anecdote je vais raconter ? Je peux raconter celle-là. C'est pas forcément drôle, mais bon, on apprend de cela. Donc, sur mon dernier court-métrage, j'avais beaucoup de personnages, donc un gros casting. Et j'avais une actrice principale qui était castée. Et en fait, j'avais prévu pas mal de répétitions parce qu'il y avait beaucoup de travail sur le non-verbal. Il y a très peu de dialogue et je voulais vraiment qu'on creuse. Et il se trouve qu'en fait, une semaine avant, l'actrice me dit
en fait, je dois me faire opérer, et donc à ces dates-là, et donc je suis plus dispo, quoi. Et on n'avait déjà pas terminé le casting sur certains rôles secondaires, et du coup, on a dû rechercher le casting, et sauf que c'était hyper difficile, puisqu'on avait déjà casté un des deux parents, parce qu'il y avait le rôle des parents et de la grand-mère. Donc il fallait que, physiquement, ça matche. Et donc, on a dû faire, c'était la panique, quoi. On a dû faire un casting en urgence, et on a écrémé toutes les agences artistiques de Paris. Enfin, vraiment, j'avais une super équipe, un directeur de casting et une assistante qui était top. Et on a réussi finalement à trouver une comédienne peu de temps avant. Mais du coup, on n'avait pas autant de préparation que moi j'aurais aimé. Mais voilà, ça fait partie des aléas. Et en fait, c'est ça aussi... Pour parler de bateau encore, mais je trouve que faire un film, c'est un peu comme être capitaine d'un navire. Il faut garder le cap. C'est-à-dire que t'as la tempête, t'as machin, il faut garder le cap. Faut continuer à fixer l'étoile que t'as, pour revenir aux étoiles à nouveau. Je parle beaucoup en images, c'est pas pour rien que je suis réalisatrice. Ok, trop intéressant. Ouais, trop cool. Et toi, Anso? Du coup, j'ai du coup plus d'anecdotes en tant que comédienne, donc je vais quand même essayer de rester... Non, mais je peux rebondir... Vas-y. Je sais pas, soit je vous raconte la fois en tant que comédienne où j'ai chopé un Escherichia coli, soit je rebondis sur ne pas se laisser dépasser par tout ce qui peut arriver quand on veut réaliser ça, c'est bien, ça, j'aime projet. Bien. Deuxième, non, mais du coup, donc, pour mon premier... Ouais, oh là là. Non, comme je vous disais, du coup, je me suis retrouvée un peu par hasard à faire un icône, comme ça que j'ai découvert la réalisation. Donc, un avec une amie, et j'avais une histoire que j'avais envie de raconter. J'étais du coup en plein... Je commençais la fac de psycho, et du coup, sur l'addiction, et je voulais parler de l'addiction. Mais dans un truc un peu clippé et tout ça, donc... L'addiction. Non, mais pas l'addiction. L'addiction à la drogue. D'accord, ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que du coup... Là, j'avais compris l'addiction, donc je me suis dit, ok, d'accord, visuellement, ça doit être difficile. Après, tout est faisable. Oui, c'est ça. Mais non, sur l'addiction et sur l'impact, du coup, que ça peut avoir sur une vie ou sur une personne, bref. Et du coup, j'avais une idée, et puis j'avais jamais réalisé, donc je voulais co-réaliser. J'avais demandé à un ami qui me dit OK, et donc c'était après le premier confinement. Donc je commence à organiser le truc, et puis moi j'ai visualisé, et puis j'écris tout le truc, et je fais toute l'orga, et je me retrouve sans le savoir du coup à produire la chose et à vraiment tout organiser. Je m'étais dit, ça serait trop cool que ce soit dans un hôpital psychiatrique, et il y avait 10 personnages qui déambulaient et qui avaient chacun un truc à faire, et du coup j'organise tout, je cherche un lieu, c'était hyper dur à trouver parce que les hôpitaux c'est dur, donc je cherche comment trouver une école, je vais démarcher des mairies, tout ça pour bref, je suis à fond dans le truc, et je commence à voir le bout et tout qui commence à s'organiser. Et une semaine avant la date du tournage, deuxième confinement. Donc là, deuxième confinement, on perd le lieu. J'ai mon pote qui me dit non, mais je réalise plus avec toi. Et j'ai la moitié des comédiens qui me disent non, nous on se sent pas de pas sortir et ouais. de pas respecter le truc. Bon, alors, du coup je me dis non, je vais le faire, coûte que coûte, je vais le faire. Donc je me suis retrouvée à essayer de garder les 4 comédiens et comédiennes qui restaient. Et puis j'ai trouvé un vieux parking pourri dans la rue, du coup, parce que on pouvait sortir mais pas loin. J'ai fait des fausses attestations à tout le monde. Enfin, voilà. Et... Ça, on peut pas le couper, hein. On peut pas le couper, mais ça y est, c'est trop tard. Qu'est-ce que vous allez faire? Il est déjà tourné. Non, mais exactement, il est tourné. Et puis bon, pour ma défense, du coup, c'était la plupart. Donc, comme je vous disais, on habitait dans le même immeuble avec une de mes meilleures amies. Donc, en fait, on était déjà 3 dans l'immeuble. Okay. Donc, il y a une seule personne qui a vraiment... Voilà, ça va. Et puis, on allait dans le parking, dans la rue, quoi. Donc, bon, en soi, on n'a rien fait de bien dangereux. Et puis, on a complètement improvisé dans
dans ce parking à essayer de faire tenir un truc qui avait 8 comédiens dans un hôpital qui s'est retrouvé avec 4 personnes dans un parking. Ça arrive. Voilà. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, ce genre de truc, où d'un coup, il y a tout le monde qui se barre et puis tu finis... Mais ce n'est que ça. C'est que ça. Que des péripéties. C'est vraiment ça. C'est rare que ce soit... tu traverses effectivement la Méditerranée, et puis il y a la petite brise, et puis il y a le soleil, et puis il y a un dauphin. Il n'y a pas de poisson volant. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Alors, on est sur le mot de la fin. Alors, en quelques mots, vraiment quelques mots, est-ce que si vous voulez donner un conseil à des personnes qui voudraient devenir réalisatrices ou réalisateurs, est-ce que vraiment en quelques mots? Vas-y, Oriane. Moi, c'est très simple. J'ai pas beaucoup de situations. Il y a celle de la lune et les étoiles, et l'autre qui est vraiment une phrase qui m'aide beaucoup, qui m'inspire beaucoup, c'est celle de Xavier Dolan qu'il a prononcée quand il avait reçu la Palme à Cannes. C'est cette phrase qui dit tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Donc tous les éléments de cette phrase sont indispensables, et si on suit cet adage, on y arrive. Trop cool. Wow. Vas-y, Enso, passe après ça. Ouais, allez, bon courage. Non, vas-y, donc en quelques mots, toi, pour toi, qu'est-ce que tu dirais? Quel conseil tu donnerais? Étonnamment, pas trop surtout pas se brider et pas trop se prendre la tête. Okay. Voilà. C'est un très bon conseil. Avec ça. Non, en vrai, c'est un bon conseil, parce que c'est vrai que se prendre la tête, parfois, ça... Comme tu disais, ça peut empêcher, à trop y réfléchir, on arrête d'agir. Waouh, c'est de moi ça. Waouh. Voilà. Quelle conclusion. Non. Alors merci beaucoup d'être venu. C'est la fin de ce podcast. Je vous remercie énormément d'avoir participé à Érection. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la page Insta d'Oxyde de Fer. C'est grâce à eux que cette émission a pu voir le jour. Merci à Cherico pour leur délicieuse chicorée qui nous accompagne à chaque épisode. Et oui, cette émission est sponsorisée par une délicieuse chicorée française produite en France. Et merci à la SACD pour les locaux. J'invite tous les éditeurs à partager leurs réflexions, poser des questions, partager l'épisode. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Au revoir. Ouais. Merci quand même aussi au collectif Mardi des réalisatrices qui nous a... Exactement, merci beaucoup. Ici aujourd'hui. Merci. Au revoir, bonne journée.